Coucou les gros bidous, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au tarot et peut-être les oracles que j'ai le plus utilisé cette année. On va voir si ça tient en une ou en deux vidéos. C'est une vidéo légère, mais dans ces vidéos où je parle davantage de ma collection de tarots, il y a beaucoup de tarots que vous voyez pour certains depuis des années. Celui-ci, par exemple, il est là depuis 2016. Quand j'ai commencé à lire le tarot, et depuis 2017 que j'ai ma chaîne, vous entendez parler de lui. Donc c'est aussi cette idée de voir qu'est-ce qui tient dans une collection. J'ai, de façon complètement artisanale et pas du tout bordélique, hein, comme seul moi en suis capable, compilé mes différentes listes que j'ai faites au cours de l'année pour les tarots que j'utilise, soit dans mes tirages quotidiens, soit dans des tirages plus alambiqués, développé, complexe, soit aussi dans tous les moments où je fais des check-in dans la journée, je vérifie comment je me sens, comment je peux me centrer, comment je peux m'ancrer. Donc j'utilise le tarot très souvent, mais j'utilise pas les tarots pour des grandes questions, j'utilise aussi le tarot simplement comme un outil de régulation émotionnelle, nerveuse, comme une manière d'être là au moment présent, comme une manière de compléter aussi mes routines d'hygiène spirituelle, de méditation. Donc en fait, il y a déjà eu 4 vidéos sur l'année où je reprends les jeux qui sont sur cette liste que j'ai combinée ici. J'ai juste rajouté ceux de décembre et je peux réaliser cette fois le top définitif de mes tarots et oracles préférés. Alors pour les tarots, il y en a 5 qui sortent vraiment du lot. Et puis on en a d'autres là qui ont une mention plus qu'honorable, qui ont été utilisés très souvent, mais nettement moins que les 5 premiers. Le tout premier, je vais commencer par là. Vous pouvez le passer si vous avez déjà regardé la vidéo de bilan de la deuxième moitié de l'année, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est The Next World. Je vous montre la version de poche, parce que c'est celle que j'utilise le plus. Sur la deuxième partie de l'année en particulier, je me suis vraiment donné comme mission de passer plus de temps avec lui, et ça a été vraiment hyper chouette. C'était très profond, très agréable, ça m'a permis de rentrer davantage dans la symbolique, dans les images, dans ce que la personne a pu vouloir y mettre, et aussi ça me permet d'en comprendre encore davantage les enjeux en tant que jeu transféministe, décolonial, et bien plus dans un monde qui, il faut bien le dire, au niveau global, s'enfonce dans l'autoritarisme, le fascisme, le technofascisme, etc. Et donc ce jeu transféministe, queer, radical, badass, nous propose vraiment des choses qui sont indispensables dans ces moments, et j'avais envie d'avoir, alors qu'il est dans ma collection depuis fin 2017, je pense, j'avais envie d'avoir encore plus d'aisance de lecture avec lui, et je suis très contente de tous ces moments qu'on a passés ensemble. Vous trouverez la liste des tarots et oracles dont je parle dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Et sachez qu'il y aura aussi les liens des reviews que j'ai pu en faire. Donc celui-là, notamment, fait l'objet d'une review exhaustive où je parle aussi des différentes éditions, donc je ne reviens pas là-dessus maintenant. Je suis dans une position qui ravit ma trochanterite parce que je suis assise en tailleur et en train de me pencher vers l'avant. Bon, on va passer au jeu suivant et je vais changer un peu le cadre. Je sors ma liste parce que j'essaie de vous faire un décompte dans l'ordre là. Donc on avait le numéro 1. Normalement on fait souvent le top en sens inverse. Hein. Oui, pas chez moi visiblement. Ça c'est qui c'est le Liberation Tarot, le tarot de la libération. Il s'inscrit vraiment ce jeu dans la lignée de jeux comme le Next World. Comme aussi le collectif Tarot, qui est un jeu emblématique du milieu, voire du début des années 2000, un jeu collectif, ou du Slow Haller, dont je vous parle aussi souvent sur la chaîne, qui est un jeu collectif plus ou moins de la même période que le Next World. Or celui-ci, il est sorti il y a plus ou moins 2 ans, et donc il y actualise toutes ces questions avec les enjeux de libération, de justice sociale, d'écologie, les questions décoloniales et antiracistes. C'est un jeu collectif et en ça, c'est pas évident pour tout le monde de se projeter dedans. Pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne là, même avec les créatrices dont on aime moins le travail. Ce qui est génial, c'est que les suites ont été illustrées par une seule personne et que la cohésion vient de l'anarchie, quoi. Il n'y a pas un code
Il n'y a pas une ligne graphique, des codes couleurs et tout, comme dans d'autres jeux collectifs. Et en fait, ça fonctionne très très bien comme ça. Pour les majors, donc vous voyez ici qu'elles ont été renommées. On a des artistes différentes pour chacune des cartes. Moi, par exemple, j'ai du mal avec les épées, parce que c'est un peu moins mon univers au niveau graphique, mais de façon générale, en fait, j'aime pas trop le travail digital. En même temps, j'apprends des choses et j'aime bien, parce que vous allez souvent m'entendre dire que ça me saoule, que les épées, ou ici les lames, soient la suite du chagrin, qu'elles soient à 100% drama, et qu'il n'y ait pas de vision de l'intellectualité, des idées, de l'inspiration qui soit plus positive. Donc j'aime bien celui-ci parce qu'il est relativement neutre de ce côté-là, neutre dans le sens où il faut aussi du drama, du chagrin et le fait d'être trop dans sa tête pour les épées, hein, on est d'accord, c'est le propre de l'élémentaire. Quand c'est trop, ça ne me va pas. Donc on a compris que certaines cartes ont été renommées, d'autres pas, que les fleurs, ce sont les pentacles, l'élément de terre, que ici on a le rebelle ou la rebelle, qui est l'équivalent des cavaliers, cavalières, et les spirales, c'est pour le feu, les bâtons, la force, le courage, les récipients, les vases, ici, ce sont évidemment les coupes. On a fait le tour de tout le monde, je pense. Ok. Je l'aime vraiment très fort et ça va bien au-delà de l'esthétique. Il y a quelque chose de très sympa aussi avec des citations dans le livre. J'adore les citations, c'est très érudit tout en restant accessible puisque c'est aussi évidemment une question de libération, la question de l'accessibilité. J'apprécie qu'à chaque fois, on ait une description de la carte pour qu'on comprenne ce qu'on voit et pourquoi. Ça, je trouve ça assez important, surtout sur des jeux comme celui-ci où c'est pas toujours évident de comprendre de quoi on nous parle. J'apprécie nettement moins qu'il est trop épais. En ce moment, je sais pas, mais les jeux trop épais, j'ai un gros problème de prise en main. C'est propre à moi et à mon syndrome des lèvres dans l'os et à comment mon CED se manifeste chez moi. Ça veut pas dire qu'il sera chiant pour tout le monde. Pour moi, il est chiant. Et oui, il est épais, les cartes ont tendance à coller entre elles. Au début, ça m'ennuyait pas, mais à la fin, j'en ai marre. Bon, la couleur sur les tranches n'a absolument rien à voir avec le jeu, mais bon, ça va. Ok, alors regardez. Ça me demande un gros effort de tirer sur les cartes pour les mélanger. Et du coup, je vais assez vite avoir tendance, ma maladresse va prendre le dessus, ma mauvaise proprioception. Et je vais avoir tendance à faire voler des cartes partout. Or, justement, parce que les cartes collent, il faut redoubler d'efforts pour les mélanger correctement. Je ne suis pas soigneuse, je maltraite mes jeux, donc vous avez vu que ça s'abîme sur les bords, mais je dirais pas que c'est une question de qualité. Regardez, les cartes, elles ont vraiment pas bougé, elles sont nickel, c'est juste les tranches. Bon, je dirais plus que c'est parce que je suis une bourrine. Je vais vous parler du jeu suivant avec beaucoup moins de détails pour la simple et bonne raison que quand j'ai fait la première vidéo, celle du Midir, à la moitié de l'année, fin mai en vrai, j'en avais beaucoup parlé parce que c'est un jeu que j'utilise beaucoup en hiver et au début du printemps. Donc entre janvier et mai, ça va être un jeu que je sors depuis que je l'ai absolument souvent, ce fameux tarot ultraviolette. Mais pas le reste du temps, donc en plus il n'est pas forcément frais dans ma pratique. Je suis seulement en train de le remettre en route là, début janvier. Donc je vais juste vous le montrer et vous en parler très brièvement. Ouais, alors là, lui, dans le genre trop épais et grande carte, voilà, ça se pose là, il est très très grand, mais c'est assez sympa. Donc il est créé par une artiste québécoise et il est écoféministe, il est queer. Il m'est très 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 précieux pour ça, je le trouve unique dans son genre, surtout dans les sphères francophones, j'en connais aucun qui a cette radicalité-là, tout en étant vraiment très doux, très bienveillant. La personne qui l'a créé, elle définit sa pratique comme du care divinatoire. Et donc, il est dans le soin, il est absolument, résolument dans le soin, et cette douceur, ce soin, sont vraiment très, très, très agréables. Évidemment, en termes de diversité, de représentativité des corps, du handicap, des expressions de genre, des couleurs de peau, c'est un jeu qui va
sortir du lot aussi, comme les précédents, je vous ai montré. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de cartes des figures, des cartes de la cour dans le Liberation, mais parce que c'est à peu près les seules cartes sur lesquelles il y a parfois des humaines. Mais voilà. Énorme coup de cœur. La suite des bâtons est très créative, ce qui est aussi très très agréable. Et les majeures sont bluffantes. Peut-être un peu plus que certaines mineures sur lesquelles j'ai plus de mal, mais bon, tout est relatif, quoi. Il y a aussi des cartes qui sont bluffantes, fabuleuses, qui vous emmènent dans un univers, dans les mineurs, qui sont beaucoup moins illustrés que les majeurs, comme dans beaucoup de tarots, au fait, mais voilà. Pour autant, on suit quand même de très près le système du Rider-Waite-Smith, avec un accent sur les correspondances astrologiques et élémentales ici avec les figures. Vous voyez sur les figures, et astrologique ici majeur, pour les majeurs, oui. Et là, pour l'arcane mineur, qui est aussi quelque chose qui est présent, mais moins visiblement, dans le Rider-Waite-Smith, mais qui est un héritage de l'occultisme, de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, et en particulier visibilisé dans le tarot de Thoth. Allez, bon, assez de blabla, on va passer au suivant. Mais non, mais j'avais arrêté d'être dans l'ordre des plus utilisés, parce qu'en fait, le troisième dans cet ordre-là, ça aurait été celui-ci. Ok, on s'en fout un peu, mais quand même. Le Wild Unknown, en français, j'oublie toujours son nom, mais le tarot des mondes enchantés. Ah non, le tarot des mondes inconnus et sauvages, ou sauvages et inconnus, un truc comme ça. Il existe donc en français. J'ai une des versions auto-publiées, mais il est désormais disponible exclusivement en façon mass market. Et j'utilise celui-ci, qui est le format normal, mais j'utilise aussi très souvent la version de poche qui est mini, ce qui est très très agréable pour mettre dans son sac et emmener en balade, qui participe aussi à faire que c'est un de mes tarots les plus utilisés. Je vous la sors pas parce que j'ai eu l'occasion d'en parler ailleurs. J'ai même une vidéo sur mes mini-jeux où j'explique en long, en large, en travers mon utilisation de ce jeu-là. D'ailleurs, j'ai plusieurs vidéos, je crois, sur mes jeux mini, parce que pour moi, en tant que malade chronique, et je sais que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre, les jeux en format mini sont beaucoup plus maniables que d'autres. Bon, on va pas revenir sur ce point-là, puisque j'en ai déjà parlé blindé de fois. Ouh, c'est la carte de mon tatouage. Mon premier tatou en plus. Donc c'est dire que ce jeu m'accompagne depuis de nombreuses années. J'ai du mal à expliquer ce qui nous unit. En fait, c'est pas un de mes jeux préférés sur l'iconographie. Il a été pionnier, on sait bien. Il a inspiré beaucoup de personnes à auto-publier leurs jeux, des artistes indépendants à vraiment s'approprier le tarot, à sortir des sentiers battus. Ça a créé une véritable vague quand il est sorti au début des années 2010 au niveau de l'édition indépendante de tarot. C'était génial. Bon, entre-temps, il a ses qualités, il a ses défauts. Je ne vais pas m'attarder sur ces sujets-là. Il y en a plein d'autres qui l'ont détrôné dans mon cœur. Il avait l'avantage à ce moment-là d'être relativement peu genré. Avec, bon là on a la fille pour le valet. La page, ok, ça pourrait être davantage pas genré, mais c'était déjà une avancée par rapport à d'autres. C'était l'époque où c'était tellement compliqué de trouver des tarots qui faisaient un travail sur l'inclusivité, la représentativité, ne pas présenter que des corps blancs, minces, hétérosexuels, cisgenres, valides, etc., qu'on devait, entre guillemets, se contenter de tarots animaliers. En fait, moi, j'adore les tarots animaliers ou les tarots autour des plantes, donc c'était pas du tout un choix par défaut, mais c'est vrai que il a plus cette place-là qu'il a eue historiquement, et pourtant, comme c'est mon premier tarot, c'est celui avec lequel j'ai appris à tirer les cartes, il se passe vraiment quelque chose quand j'utilise le tarot à des fins vraiment spirituelles, mystiques, de contemplation, de discussion avec mes esprits alliés. C'est un tarot sur lequel je peux compter. Il est toujours là pour les grands tirages, en fait, pour moi. Je sais pas, pour tirer les cartes pour d'autres, je dirais que c'est pas un de ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise à l'heure actuelle. Mais, ouais, je sais pas, il a une efficacité redoutable, avérée, que
Et donc je lui fais confiance, il est fiable, je me sens bien en sa compagnie, je me sens à l'aise. Je sais pas trop comment articuler ça, mais c'est un tarot atypique et en même temps un classique. Oh, et c'est surtout avec lui que j'ai appris le tarot et on va fêter nos 10 ans, le tarot et moi, là, dans moins de 3 mois. Alors, autant vous dire que ça compte. Ça compte que ça fasse 10 ans qu'il est dans ma collection et que ça matche toujours autant. On a eu des passages à vide, hein, bien sûr, il y a eu des années où j'utilisais nettement moins, mais ça reste une référence dans ma collection. Le 5e des jeux qui sort vraiment du lot pour moi, c'est le Animistic Tarot. Je l'ai moins utilisé ces derniers mois. J'ai l'impression qu'il potentiellement, cet Animistic Tarot va me jouer le même rôle dans ma collection que d'autres tarots. Par exemple, l'année précédente, j'avais eu ça avec le Awakening Tarot, où quand je les ai, c'est une vraie révélation. Je passe des mois à les utiliser en priorité. C'est un des tarots que j'ai le plus utilisé l'année passée, le Awakening. Je vous mettrai éventuellement quelques vidéos où je faisais des retours là-dessus. Et puis, je ne l'ai quasiment pas utilisé cette année. Je pense que celui-ci va avoir ça aussi. Je ne sais pas trop expliquer comment, mais j'y suis moins attachée que d'autres en fait. Il est à un prix plus abordable que d'autres parce qu'il est disponible en mass market et facilement achetable en ligne sur les horribles plateformes de commerce. J'en ai pas mal parlé, je pense, dans mes dernières vidéos, je sais plus lesquelles. J'en ai pas mal parlé cette année et j'adore l'idée d'un tarot animiste. Je le trouve très habité, très chouette, très novateur aussi sur certaines cartes, comme ici les pages ou vallées. À chaque fois, on a, bon là on a un banc de poissons, mais on a un peu l'idée du groupe qui revient sur ces cartes-là et je trouve ça hyper inspirant. J'en ai beaucoup parlé aussi pour dire que si on avait un peu ma claque, que les épées soient assez drama. Et vous voyez, là, il y a plusieurs papillons sur le page ici. Ça fait partie des choses qui m'impressionnent et que j'apprécie beaucoup dans ce tarot. Mais je sais pas, ce sera à voir. Hein, il va falloir suivre les éventuels vlogs mensuels que je publierai l'année prochaine. Qui sait, je vais peut-être m'y remettre. Ou les bilans ou quoi. Pour l'instant, j'ai pas ça clique pas. Il n'y a pas de match, j'ai pas forcément une envie de continuer sur le même rythme, même si je l'ai retiré pour tirer les cartes avec lui, je l'ai retiré de ma collection. J'allais dire de temps en temps ces dernières semaines, non, juste une fois en fait, et j'étais genre, bah, il me parle plus. Parfois, c'est vraiment juste une question d'état d'esprit, dans quel état d'esprit moi je suis, et qu'est-ce qu'il peut me proposer quoi. Peut-être c'est aussi une vibe saisonnière, peut-être que ce tarot, même si y a des énergies de toutes les saisons dans les cartes, peut-être que pour moi, il n'est juste pas vocation à devenir un tarot d'hiver. Peut-être ce serait intéressant vraiment de faire un moment, un tag ou une série de vidéos où... Bon, j'ai parlé plein de fois, hein, j'ai des playlists sur tarot et saison, j'en parle super souvent, je présente des choix de jeux pour les saisons et tout. Bon, ça, j'ai arrêté. C'est un peu attrape-clic, ce genre de vidéo. Et il n'y a pas moyen de rester innovante si on fait ça tous les ans ou quoi. Mais ça pourrait être intéressant de vraiment faire des grandes conclusions dans les grandes lignes. Quels tarots ont passé le cap au bout de plusieurs années et se sont avérés être des tarots que je réserve à telle ou telle saison. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je vais commencer en dehors du top 5. On a tous ceux qui ont plus ou moins le même nombre d'utilisations. Celui-là, on a beaucoup. C'est le Mini Gentle. Ça a toujours été un jeu d'été pour moi et ça le reste, ça l'a encore été cette année. C'est vraiment à 3000% un jeu qui n'est pas dans mon top 5 parce qu'il est là par phase, il n'est pas là tout le temps dans ma collection sur l'année. Je vais tenter de passer ces jeux-là en revue un peu plus vite. Donc je dirais essentiellement ça sur le Gentle Tarot. C'est un jeu d'été pour moi, surtout par rapport aux représentations de plantes qui m'inspirent très très fort l'été. C'est absolument pas un tarot avec lequel j'ai envie de travailler tout le temps. Et je commence probablement à fatiguer parce que je suis très très peu inspirée pour en dire beaucoup de choses. Après, ça reste absolument un chouchou. Je commence à dire des lieux communs. C'est parce que j'ai mal au dos dans cette position et je regarde à travers mon écran pour voir mes cartes, ce qui me provoque encore plus de fatigue que si j'étais face caméra. Bon, on connaît tout ça, c'est toujours la même chose quand je fais des vidéos, j'arrête de me plaindre quoi. Un autre jeu que j'utilise par saison, mais je pense que c'est indépendant de la saison à laquelle on est, c'est par saison de vie.
mon ressenti, si je suis en SPM aussi, c'est un jeu que je vais avoir tendance à beaucoup sortir en SPM, et aussi avec quel autre tarot ou oracle il va bien fonctionner, c'est le Cozy Witch Tarot. Je pense que j'ai eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos de bilan à différents moments de l'année. C'est ma version modifiée, vous le savez déjà. Pourquoi il n'est pas dans le top? Parce qu'il a un côté ado, enfantin, qui est très sympa, qui lui va bien, j'adore ça, qu'il soit conçu pour un public un peu plus jeune, mais du coup, je crois qu'il manque un peu de maturité par rapport à d'autres jeux. Je préfère les oracles, enfin le dernier oracle de cette créatrice, dont on reparlera d'office, c'est pas pour vous spoiler la suite, mais en fait si. Mais je l'aime beaucoup. Mauvais point pour le drama des épées, ça c'est pour ça que parfois je vais pas vers lui, parce que je sais que pour moi les épées c'est hyper important. C'est tout le travail mental, intellectuel, c'est pas juste les moments où on est déprimé, où ça va pas, où on est surchargé, où on est en surmenage, ou que sais-je quoi. Et donc par rapport à ma façon de lire les épées, je suis embêtée quand je dois lire avec ce genre de tarot, et je vais avoir tendance à les mettre sur le côté, parce que je ne peux pas activer les épées dans ma pratique, par exemple dans ma pratique de l'écriture, ou de la lecture, ou quoi, comme je voudrais le faire. Ce qui, ceci dit, c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup, et tout cela, je les aime d'office, puisqu'ils sont dans mon top de l'année, mais c'est l'occasion pour moi de mettre ça sur le côté, et de regretter après quand tout va s'effondrer, de vous montrer le Turning Terrestrial Tides, que j'ai tiré un petit peu moins quand même. De tous ceux que je suis en train de vous montrer, c'est un de ceux que j'ai moins utilisé. J'aime vraiment bien l'accent qui est mis sur la créativité, et ça se ressent aussi dans la suite des épées, qui est ici la suite des pensées. Bon, sans sortir de certaines choses qui font partie de cette suite, quoi. Mais c'est un tarot créatif, le nom l'indique, et je l'utilise essentiellement pour des questions créatives. Je l'aime beaucoup, j'aime son esprit punk, DIY, culture zine, collage, ça me correspond hyper bien. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de mots qui reviennent, et je trouve que c'est très intéressant, c'est très éclairant, ça apporte quelque chose aux cartes, ça nous invite parfois aussi à sortir de comment on interpréterait traditionnellement une carte, et donc non, pour moi ça fait pas office d'oracle en plus, ce que peuvent avoir certains jeux où il y a des mots-clés. Ça m'invite vraiment juste à explorer des facettes de la carte qui sont généralement en lien avec l'activisme, la créativité, l'art, le taf. Ben, le taf plutôt créatif. Je vais vous montrer le Rosebud Tarot, qui lui aussi est tout en bas de ce top-ci, quand même le top de mes tarots les plus utilisés. Et au fait, bon, j'ai déjà parlé dans les tags précédents du fait que j'aime bien faire cet exercice en fin d'année ou à mi-année, puisque ça me permet de voir que j'utilise quand même beaucoup des tarots de ma collection, et ça me rassure par rapport à mon utilisation de ma collection, au fait que je ne suis pas débordée, que ça va, que je sais quels jeux je garde, même si je n'utilise pas, parce qu'ils ont une fonction dans ma collection, et quels jeux j'utilise le plus, et ça me permet aussi d'être satisfaite avec la bonne cinquantaine de tarots que j'ai pour l'instant. Ce qui peut paraître énorme pour certaines personnes, et très peu pour certaines collectionneurs. Le Rosebud, donc, encore une fois, je ne l'ai pas utilisé toute l'année, je ne l'ai quasiment pas utilisé sur la deuxième partie de l'année, et je l'utilise dans des contextes spécifiques, en particulier autour de l'esprit de la rose, et de lieux qui lui sont dédiés, et ou qui sont dédiés au jardinage ou à des potagers urbains et collectifs, tout ça. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la rose au printemps, donc je linkerai ça là. J'en avais aussi parlé l'année précédente. Je ne suis pas convaincue par toutes les cartes, mais j'aime bien les petits textes de Diana Rose Harper. C'est un tarot qui va sortir par période. Oui, c'est marrant parce que du coup, moi, je suis un peu déconnectée. Je ne l'ai pas utilisé ces derniers mois, ou peut-être juste une fois comme ça. Mais c'est un tarot que j'ai plutôt utilisé au printemps, éventuellement un peu en été. Et donc,
Me voilà bien dépourvue quand il s'agit d'en parler en hiver alors que la neige est venue. Oui, ok, en plus je commence à raconter n'importe quoi. Est-ce que je vais faire une pause ou est-ce que je vais prendre le risque de continuer à parler et de devenir incohérente? Oh, je veux au moins finir le top. Oui, le Fifth Spirit Tarot, Fifth Spirit Tarot, comment on dirait ça en français? Le cinquième esprit, tarot du cinquième esprit. Mais non, on sait comment elle se dit en français. En fait, il y a une édition en français mass market qui s'appelle le tarot inclusif. Ça n'a pas été traduit littéralement. On aura compris. Oh là là, quand Katou fatigue, ça devient compliqué. C'est un tarot qui est génial en termes de représentativité, avec un accent sur les questions queer et trans, qui est créé par une personne trans. J'ai la version indé, donc n'oubliez pas qu'une partie des cartes change sur les versions mass market, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller checker ma vidéo de comparaison, bien sûr, car je suis là pour vous éclairer, mes très chers. C'est un tarot avec lequel j'ai parfois du mal à lire les cartes. J'ai beaucoup aimé le lire en combinaison avec le Anatomy of a Witch, l'oracle Anatomy of a Witch cette année, et j'en parlais dans la vidéo bilan machin. Une des 3 vidéos sur le bilan de fin d'année où je parlais des pairings. Je parlais du fait que ça m'a permis de bien sortir ce jeu-ci, le fait qu'il fonctionne super bien avec certains oracles, dont le Literary Witches et le Anatomy of a Witch. Que dire? C'est un classique. C'est un classique et du coup, j'en ai parlé tellement souvent. Je ne peux que vous le montrer et l'admirer. Je ne suis pas toujours inspirée par les mineurs. Je l'ai déjà dit aussi. J'adore les majeurs et j'adore les personnages de cours ou figures. Je préfère utiliser le terme figure, mais comme c'est pas du tout un terme que tout le monde utilise, je suis obligée d'interchanger. Je suis juste en train de passer les cartes beaucoup trop vite pour me plonger dans son univers. Et dans ce cas-là, autant prendre le temps et se taire. Une pépite d'autant plus dans sa version indé, parce que les félins et la souplesse des cartes par opposition à la qualité pourrave de chez pourrave des versions mass market. Je n'ai pas eu la version francophone entre les mains. Donc je ne sais pas quelle est la qualité, je sais juste que les bordures sont gigantesques. En termes d'accessibilité de ce jeu, je précise à chaque fois pour les personnes qui seraient intéressées, parce que c'est quand même important de le dire, ok, si c'est chiffres romains, c'est pas facile pour tout le monde, en particulier si vous avez de la dyslexie ou de la dyscalculie, mais dans les versions mass market qui sont maintenant disponibles, c'est écrit en entier. Et c'est pas écrit, vous devez pas deviner que vous êtes dans les épées, c'est noté 5 d'épée, quoi. Parce que c'est pas évident pour tout le monde, et pour les débutantes, c'est quand même plus sympa d'avoir un maximum d'informations pour savoir où on se trouve. Pour moi, il est très facile à lire, comme je pense pour la plupart des personnes plus habituées avec l'univers du tarot. Mais comme ça, vous savez, maintenant, la version que vous allez pouvoir vous procurer avec le plus de facilité est un peu plus accessible de ce côté-là. Oh! Mais qui est là? Est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé la plupart de mes jeux de pochon? Du coup, parfois, j'ai du mal à m'y retrouver, mais là, ça va. C'est le Théa, dans son édition originale de 1984, mais il a été réédité par une petite maison d'édition. Il est peut-être encore possible de le trouver, même si ça ne doit pas être évident. C'est donc un tarot auto-publié, sur base de découpage, ce qui est vraiment très sympa. C'est un petit côté gravure aussi, mais c'est du découpage, les images. Tarot lesbien, féministe, pas forcément trans-inclusif dans cette version, mais il y a un bouquin qui a été écrit par une personne trans il y a une bonne dizaine d'années pour l'accompagner. Ça s'appelle She's Sitting in the Night, donc c'est assez sympa, il y a un effort quand même de la part de ces féministes de la deuxième vague, puisqu'il a été créé à l'époque du féminisme de la deuxième vague, dans les années 80, il y avait beaucoup de jeux féministes et lesbiens, beaucoup, un certain nombre en tout cas, et qui a eu une volonté de la part de la créatrice de laisser les gens s'en emparer pour le rendre plus inclusif. Je trouve ça formidable, et je trouve ça formidable que les corps soient... juste pas tous minces. Faut-il le répéter? C'est tellement courant d'avoir pas du tout de représentation de la grosseur
ou bien juste de corpulence autre que la minceur ou la maigreur dans certains jeux, que je trouve ça très important. Voilà. J'adore le théâtre et je l'utilise personnellement souvent pour les tirages où il s'agit de recevoir des messages ou communiquer directement avec mes ancêtres et en particulier mes ancêtres rebelles, queer, qui sortaient du cadre de l'époque et ça fait des années que je l'utilise aussi comme ça et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Bah, si, parce que en fait, pour moi, aussi en tant qu'historienne de formation, historienne du féminisme et historienne du genre, même si c'est pas quelque chose qui... Bon, voilà, c'est pas une spécialité que j'ai poursuivie tout au long de ma vie, quoi, mais bon, quand même, c'est ma formation de base et une partie de ma formation professionnelle. Et du coup, pour moi, les lignées féministes, c'est hyper important. L'histoire du féminisme, c'est hyper important. Et donc, c'est logique, en fait, que je l'utilise pour communiquer avec tout type d'ancêtres. Alors là, voilà, je bug, je sais plus qui est dans ce pochon. Ah, le Hollow Valley, le Hollow Valley Tarot. Ouh, lui aussi, je l'utilise par période. Et je l'utilise beaucoup quand je suis dans des phases créatives, d'expansion ou avec un besoin de travailler ardemment sur certains sujets. Sinon, cette image, ce style d'image, c'est rigolo. J'aime mieux les lire en hiver. Donc, au niveau vraiment de la saison à l'extérieur, pour moi, c'est un tarot d'hiver. Mais au niveau de comment les saisons se manifestent chez moi, en moi, dans ce cas-là, c'est plutôt un tarot d'été, dans le sens où c'est un tarot de phase créative acharnée. Donc, j'utilise aussi quand je suis dans des périodes d'études ou de recherche sur certains sujets, pour m'orienter, pour m'aider, pour planifier dans le sens, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à bouquiner sur tel sujet? Est-ce qu'il est temps que j'écrive quelque chose, que je compile mes données? Ou voilà, est-ce qu'il faut être davantage inspiré par, je sais pas moi, par exemple, l'écriture automatique ou tout ce genre de choses? Oh, à ce propos, je pense écriture automatique. Du coup, je pense à un bouquin que j'ai lu cette année. Je vous dis le fil de mes pensées. Et j'aimerais aussi bien faire une vidéo de bilan sur les livres coup de cœur de ces derniers mois. Mais là, il faudrait que je sois hyper concentrée. Je suis pas non plus la plus douée pour faire des recensions d'ouvrages. Et j'ai pas du tout l'esprit de synthèse. Donc bon, on verra. Le Hollow Valley, mais oui, vraiment, complètement par période. C'est pas un jeu que j'utilise en continu, mais il est là. Je l'utilise avec le livre parce que je tire déjà beaucoup d'éléments de ce que je vois ici. Mais en fait, dans le livre, la version du livre, avec le PDF supplémentaire que j'ai acheté, on a une description des plantes qui sont avec. Donc là, c'est évident que c'est la camomille et on dirait que c'est de la tourmaline. Mais c'est pas sûr. Donc ça peut aider d'aller voir. Bon, la mandragore, c'est de la jusquiame, c'est la mandragore. Hein. Là, par exemple, ça a l'air d'être une espèce de personnage, mais en est-on sûr? Donc ça vaut le coup d'aller checker. Et aussi, derrière chaque carte se cache un sigil qui est dans la composition. On va avoir cette phrase qui est une espèce d'affirmation qui permet bien de se plonger dans la carte. Autre point intéressant, il y a un travail qui a été fait en numérologie et en astrologie. Vous avez peut-être vu que pour l'arcane majeur, on n'a pas les associations traditionnelles de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, ce que j'adore, parce que j'aime bien, j'utilise pas tout le temps les associations astro quand je tire les cartes, mais quand je les utilise, j'aime aussi bien avoir un regard frais. Et donc, parce qu'il y a cet accent sur la numérologie, qu'il y a différents éléments qui ont été ramenés, l'utiliser avec le livre, c'est hyper intéressant. Ça permet de creuser, ça permet de ramener d'autres choses. Il se lit très bien de façon intuitive, mais le livre permet de ramener aussi autre chose. Et c'est un jeu qui se veut inclusif. Oh, j'adore la page de coupe, évidemment, avec cette personne grosse, magnifique, là. Donc, avec ce 5 plus 7, on a fait le tour de mes tarots les plus utilisés cette année. J'ai l'impression que je commence à faire grincer de plus en plus ma table. J'espère trop que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo finale, mais je ne fais pas confiance à mon téléphone pour ça. J'ai encore quelques tarots dont j'ai envie de vous parler. En fait, c'est 3 tarots qui ont rejoint ma collection, ou dans le cas de celui-ci, qui m'ont été prêtés au mois de décembre. Donc évidemment, ils ne vont pas arriver dans mon top.
mais c'est d'ores et déjà des coups de cœur. Et par exemple, celui-ci, qui est le Seasons of the Witch, donc les saisons de la sorcière, le tarot pour la saison de l'hiver, les autres saisons ne sont pas encore sorties, mais les oracles associés à chaque sabbat, oui. Oh mon Dieu, c'est trop compliqué de faire une phrase. Donc, depuis début décembre, je l'utilise tellement qu'il est juste derrière tous les tarots que je vous ai montrés là en termes de top. Après, bon, c'est clair que vu les thématiques et les dessins, c'est probablement pas un tarot que j'irai beaucoup chercher à d'autres parties de l'année parce que les cartes sont assez brillantes. Il va beaucoup plus mal se comporter à cette lumière que d'autres. J'avais des tonnes de raisons de penser que je voulais pas ce tarot, qu'il y avait des choses dont j'étais pas contente, j'étais en train d'intellectualiser toutes les raisons de ne pas l'avoir, sauf qu'à un moment, j'ai craqué, je me suis fait offrir pour Noël, sauf que quand il est arrivé, j'ai fait genre « No way que j'attende Noël, je vais l'utiliser dès maintenant ». Et c'est un énorme coup de cœur, je sais pas comment expliquer, j'ai toujours plein de réticences de base. Et encore, bon, pour ce jeu-ci, je suis complètement passée à côté. Pour les oracles, je peux continuer à parler pendant des heures de mes réticences, de ce qui ne fonctionne pas, de ce que je n'aime pas, mais en vrai, à l'utilisation, c'est des jeux qui sont super efficaces, super puissants, super habités, super poétiques. Il y a trop de choses que j'aime dans ces tarots et oracles. Et du coup, maintenant, j'ai hyper hâte qu'elle sorte les 4 suivants. J'ai l'impression de me ruiner pour cette série de tarots. Je préférerais ne pas commencer de tarot et d'oracle. Je préférerais ne pas commencer à faire ce genre de choses, mais il y a quelque chose entre le travail de cette illustratrice, dont j'adore son travail, et ce que Lauriane Anderson fait au niveau de la réflexion derrière, qui est parfois très new age pour moi ou quoi, il y a des choses que j'aime pas, et pourtant, mais ça marche, mais d'une puissance. Mais quel coup de cœur ce jeu, il a enchanté la fin de mon année, surtout j'ai fait, bon pas techniquement les 12 nuits de Noël ou les 12 nuits de Yule, mais j'ai fait des rituels et j'ai instauré des moments particuliers, disons rituels, autour de cette fin d'année. Et il m'a hyper bien accompagnée dans tout ça. Mais il dit bien dans tout, en fait. Il est génial, il s'inspire du Rider-Waite-Smith et en ça, on est assez à l'aise. Il est assez facile à lire. On peut tirer des choses très intéressantes du livre, mais il est facile à comprendre sans. Moi, j'ai lu les descriptions des cartes pour chacune, parce que je voulais être sûre de comprendre ce qu'elle voulait. Le livre est conçu entre d'un côté la description et de l'autre côté le sens divinatoire, un truc comme ça. Et je ne lis pas le sens divinatoire, cette clé d'analyse-là ne m'intéresse pas forcément de tout lire de A à Z. Quand j'ai un intérêt pour ça, je vais voir dans le livre en fonction de mes tirages, mais je n'ai pas besoin de tout lire. Par contre, j'ai lu les descriptions des cartes, ce qui était vraiment intéressant pour m'éclairer, pour comprendre. Il y a des trucs, cette carte est très emblématique du fait que les références ne sont pas données, parce que ça me fait d'office penser à un conte, le mari-ours, et en fait, c'est pas dans le livre. Mais en fait, c'est pas grave, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut projeter aussi nos univers autour de la saison, nos univers autour de l'hiver, l'univers ou le folklore des lieux dans lesquels on évolue aussi, et voilà. Il y a des symboles qui sont très Noël, puisque on sait bien que le sapin décoré, rentrer dans la maison, c'est quand même une tradition assez récente, et donc pour le coup, elle est associée à Noël, même si elle porte peut-être les traces de choses plus anciennes, mais bon, on a compris, ce qui est pas déplaisant, puisque je pense quand même qu'une majorité d'entre nous fêtons Noël, qu'on soit ou non chrétien, et d'éducation chrétienne ou pas. De toute façon, on est baigné dedans, quoi, le capitalisme est là pour ça. Je sais pas, je trouve ça assez génial dans ce jeu, en fait, ça, qu'il y ait des symboles païens qui font référence à des potentiels païens dans le sens pré-chrétien, donc origine pré-chrétienne de certains mythes, de certaines traditions, etc., qui est des éléments contemporains et qui est suffisamment de flou. Parfois, le flou, c'est un peu genre, oh, c'est flou artistique, c'est confus, la démarche n'est pas claire, mais non, le flou, c'est ce qui permet à tout le monde de se retrouver, de se projeter dans ces cartes. Et ça aussi, c'est un travail sur l'inclusivité. Il y a beaucoup de symboles d'Europe, Europe du Nord, Europe centrale. Donc je ne sais pas très bien comment ils fonctionneraient dans d'autres contextes. Je vous laisse la question ouverte.
Alors qu'il y avait une volonté dans les oracles autour des sabbats de travailler aussi autour d'autres contextes, puisque de toute manière, la créatrice, pas des illustrations, mais la conceptrice de celui-ci est noire et basée aux États-Unis, et on avait une personne latina, je pense, qui était associée aux oracles. Et donc celui-ci a un peu moins de diversité de situations que les oracles, mais j'allais dire complètement autre chose et j'ai oublié quoi. Enfin non, j'étais en train de nous amener à un point et je n'ai plus ce point. Bon, je vais le redire, hein, une des grosses réticences que j'ai pour ce jeu, c'est qu'il y a toute cette série de jeux qui se veut inclusif, blablabla. Il n'y a jamais que des corps minces, il n'y a jamais de corps handis, et on est souvent dans une espèce d'esprit cottagecore très idéalisé, avec tout ce qu'il y a de problématique dans ce genre d'image. Et pourtant, il fonctionne toujours aussi bien. Un autre jeu qui fait un effort au niveau des représentations sur certains points et moins sur d'autres, par exemple au niveau de la corpulence, mais pas du tout au niveau de la couleur de peau, c'est le tarot de la fleur de fougère. Je l'adore. Je l'ai reçu à Noël, celui-là. Je l'ai laissé à mon amoureuse pour qu'elle ne me l'offre qu'à Noël. Basé sur le folklore européen aussi, la créatrice est basée en Suisse. Extraordinaire, le folklore et aussi des animaux et des plantes. Je partagerai les vidéos de Valderia en bas, qui est la personne qui a conçu le jeu au niveau de... C'est pas l'illustratrice, quoi, c'est la conceptrice et la rédactrice pour tout le reste. Il est vraiment génial. Ça, c'est la carte supplémentaire, celle qui a donné son nom au jeu. Ou ben, c'est plutôt l'inverse, le jeu a donné lieu à cette carte. C'est la fleur de fougère. J'ai un énorme coup de cœur, le livre est hyper bien foutu, les illus sont géniales, il est incroyable, mais pourtant, bizarrement, parce que pour l'instant, je suis déjà tellement occupée avec certains des jeux que j'ai mis en avant dans ma collection, que j'ai décidé de sortir pour cette saison et tout ça, je n'ai pas la tête à vraiment me plonger dedans et j'ai envie d'apprendre à le découvrir. J'ai une copine qui m'a dit, coucou copine, si tu me regardes, et elle me regardera, qui m'a dit qu'elle trouvait qu'il fonctionnait très très bien pour l'hiver, et je vois bien pourquoi. Juste pour moi, ça ne va pas être le cas, il ne va pas fonctionner maintenant, je sens qu'il attend. Je sens bien que, allez, comme ça, juste en voyant les cartes, je dirais, il va falloir attendre peut-être avril. La période des jacinthes des bois, peut-être. Il y a une carte de la jacinthe des bois et c'est un grand moment dans mon année païenne aussi. Donc peut-être. Et donc je l'ai rangé parce que je me suis dit, bah, je ne vais pas forcer, parce que presque tous les soirs, je vais au lit avec. Et je le regarde, je lis un peu du bouquin. Mais en fait, je l'adore, il répond hyper bien au tirage, vraiment. Hein. On s'entend déjà bien, hein, mais j'ai pas encore réussi à m'y mettre pour l'étudier et c'est pas un jeu comme d'autres que j'ai envie d'apprendre au fur et à mesure avec l'utilisation. J'ai vraiment envie de me plonger dedans. Enfin, je veux dire, pas avec une utilisation sporadique, quoi. J'ai vraiment envie d'apprendre et d'être à fond dedans à un moment où il sera mon jeu de prédilection, peut-être. Puis pour moi, parce que j'ai une pratique de la spiritualité qui était très basée sur le territoire et partiellement aussi sur le folklore, c'est peut-être un jeu que je me vois plus utiliser dans ce cadre-là et peut-être un peu moins pour des tirages entre guillemets purement personnel, même si évidemment on est de nature poreuse et on est toujours partie de nos écosystèmes. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'attends une invitation du territoire, quelque chose avec lequel il résonne. C'est très rigolo parce qu'à peine ai-je commencé à l'utiliser, j'ai aussi craqué pour un oracle en seconde main, dont je parlerai dans la vidéo suivante qui sera consacrée aux oracles, puisque je pense que maintenant il apparaît clairement que je vais faire 2 vidéos séparées, sinon ça va être beaucoup trop long. Aussi un oracle francophone, publié par la même maison d'édition, Arcana Sacra, donc je vous laisse deviner si vous pouvez pour quel oracle ce tarot très féerique. L'indice est dans ce que je viens de dire. Pour quel oracle je veux craquer que je pense utiliser avec ce tarot très féerique, très folklorique, très territoire, très esprit du lieu. Est-ce que je peux répéter 1000 fois des choses comme ça sans les expliquer? Oui, non, en fait, non, il est temps de cesser, Katou, je cesse. Alors, les cartes sont d'une qualité... voilà, moi, je vous conseille à tous de l'acheter parce que je le trouve très chouette et je pense qu'il faut soutenir nos artistes et c'est un travail extraordinaire. C'est un tarot hyper abouti. J'aime bien parler de la maturité des jeux. On le sent quoi, assez rapidement
quand les jeux ont une certaine sagesse, que les gens ont vraiment laissé enfin, tout ce qu'elles ont mis dedans. Donc je vous le conseille fortement. C'est moi qui ai peint mes tranches en orange. Pourquoi? Parce que le tarot a demandé cette couleur-là. Et ben il est épais. Il est trop épais parce que les cartes sont assez légères. Et du coup, enfin assez légères, assez fines, assez... Ouais, elles sont assez fines. Mais comment, du coup, ils se retrouvent à être assez épais? Les cartes sont aussi un peu plus petites que les formats que j'aime en général, même si c'est une taille de tarot assez traditionnelle pour des jeux européens, en fait. Peut-être un peu moins pour les jeux anglo-américains. Je sais pas, je trouve qu'elles s'abîment quand même un peu assez vite sur la surface. Je les griffe, mais bon, on a compris que j'étais pas soigneuse. Mais oui, je sais pas... Je sais pas, je sais pas pourquoi. Franchement, allez savoir pourquoi. J'ai autant de mal à le manipuler. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me dis, bon, bah, c'est peut-être que cette mauvaise prise en main est représentative du fait qu'il y a quelque chose qui marche pas encore tout à fait entre nous. Je vais le mettre de côté. Je sais pas, peut-être c'est ça. Il fait noir. Le dernier coup de cœur. Donc, le tarot de la fleur de fougère, on a compris, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé et puis je l'ai reçu vraiment tout à la fin de l'année. Le Winter Tarot, je l'ai utilisé à fond. Et celui-ci, un peu moins, mais quand même beaucoup. C'est pas un jeu qui va rester dans ma collection, hélas, 1000 fois hélas, parce qu'on me l'a prêté. Aline Vreyen me l'a prêté, c'est le Zik Sarkana, qui est un tarot aussi auto-publié par une artiste australienne. Je suis trop fatiguée. Je sais pas comment expliquer pourquoi ce jeu m'avait énervée sur plein de points de vue et pourtant je l'adore. Et j'en ai déjà parlé un tout petit peu à la fin de mes vidéos de bilan de l'année en plus. Et voilà, c'était la même chose. Je l'avais gardé pour la fin. Et donc, en fait, j'étais plus capable de dire quoi que ce soit au sujet de ce tarot. Non, mais c'est pas possible cette histoire. Oh, la qualité des cartes, c'est un rêve, les amis. Un pur rêve. C'est magnifique. Bon, bah, donc, j'ai rien à dire. Mais c'est quand même un bon coup de cœur de la fin de l'année. Un tarot que j'ai beaucoup utilisé. Et j'adore les tarots colorés aussi en hiver. Donc, il me ravit. Bon, bah voilà, hein. On arrête là. Oui, je vous mesmerise. je vous hypnotise avec l'effet holographique en fin de vidéo, quand je ne sais plus quelle langue je parle. Il est vraiment temps d'arrêter. Merci pour votre écoute. Obligée de dire au revoir face caméra, sinon après j'ai l'impression d'être trop impolie. Par lumière, par tous mes vêtements qui traînent derrière. Je porte pas de soutif, je porte juste ma tenue d'intérieur de la journée. C'est plus facile pour faire ce genre de vidéo. On est d'accord hein, de faire avec le trépied dans ce sens-là, mais comme j'ai pas... Bref, d'un point de vue logistique, c'est compliqué pour moi et ça me donne très mal au dos. Donc je suis contente de terminer. Elle va être longue cette vidéo. Vous en avez marre de me voir. Vous savez que je suis fatiguée, donc si vous restez, vous allez juste m'entendre. Mais non, je pars. À bientôt les gros bidous et la vidéo sur les oracles, elle vient. J'ai déjà préparé certains jeux.